Bonjour à vous toutes et tous. J'ai prévu un petit diaporama, ce que je ne fais jamais, et donc peut-être que c'est une erreur, mais je ne le sais pas encore. Peut-être que ça va me faire durer plus longtemps que prévu, ou alors je vais aller trop vite, je ne sais pas. Donc je préfère prévenir aussi. Je vous parle à plusieurs casquettes. La première, c'est que je suis vice-président du réseau Habitat Jeunes. On loge 90 000 jeunes par an. On a notre focus, pour le coup, c'est plutôt les jeunes travailleurs, puisque historiquement, c'était les foyers de jeunes travailleurs, ce qui faisait notre réseau et notre force. Et ça l'est encore très majoritairement. Donc on loge 90 000 jeunes et on en accompagne 200 000 par an dans l'accès au logement. Donc c'est vraiment notre force de frappe, mais on s'inscrit complètement dans les organisations d'éducation populaire, parce que l'enjeu pour nous, c'est pas juste d'accéder à un logement. Sinon, on pourrait faire du Action Logement. Enfin, on pourrait juste être Action Logement avec sa filiale jeune. Mais a priori, c'est pas ce qu'on fait. Et l'autre casquette, c'est que je suis membre du Conseil économique, social et environnemental au sein des organisations, du groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse, dont l'UNEF est membre, dont la FAGE est membre, mais vous verrez demain Kenza, et le FFJ aussi avec Agathe Hamel. Et puis on a fait travailler le CESE, là, dans le cadre de notre mandat, on fait quand même travailler un peu le CESE sur les questions de jeunesse. Et il y a un an, quasiment pile poil il y a un an, on a fini une petite résolution toute courte pour des politiques de jeunesse structurantes et adaptées aux enjeux du XXIe siècle, dont un des sous-thèmes, c'est sécuriser, globalement. C'est un des chapitres, c'est comment sécuriser les parcours de jeunes. Donc je m'appuierai peut-être un peu dessus de temps en temps. On peut avancer du coup sur... Alors les jeunes... Moi, j'aime bien repartir quand même de quelques informations clés. Alors, on se l'est déjà dit plusieurs fois, mais je préfère repartir de ça. Les jeunes, en 2008, c'était 18,8% de la population française. En 2005, ce sera 15,7% de la population française. C'est-à-dire que c'est un segment d'âge qui est en diminution dans le poids relatif dans la population en général. C'est important parce que du coup, les rapports de force intergénérationnels risquent d'évoluer au fur et à mesure. Dedans, quand vous les regardez, il y a 37,4% de jeunes étudiants, 42,5% sont en emploi et 18% sont ni en emploi ni en études. Potentiellement au chômage, potentiellement en rien du tout. Mais c'est du potentiel parce qu'en fait, c'est une catégorie qu'on n'arrive pas à creuser un peu plus loin. On le fait par exclusion, cette catégorie-là. 2 jeunes sur 3 vivent dans une métropole. C'est énorme. C'est-à-dire que quand on pose la question des territoires ruraux, c'est un objectif de priorité de politique publique, mais il faut du coup le problématiser au bon endroit. C'est-à-dire c'est à la fois ceux qui y restent, mais c'est aussi en 2050, quand les jeunes auront diminué, ceux qui voudront bien y vivre aussi. Et du coup, comment est-ce que les territoires ruraux vont avoir un enjeu générationnel très fort ? Qu'est-ce que je vous ai mis d'autre comme chiffre ? 26% se sentent régulièrement seuls, contrairement à 16% des plus de 70 ans. Et de la même année, la même étude a été refaite 6 mois plus tard, et c'était 45% des jeunes qui se sentaient seuls. C'était en 2023, donc c'est pas si vieux que ça. Donc c'est une population qui, par ailleurs, a un ressenti d'être seule et isolée très très fort. Du coup, une petite définition, parce que chacun y va de sa définition, donc moi aussi. La jeunesse est une période de transition de l'enfance à l'âge adulte, qui sont 2 catégories qu'on arrive plutôt bien à penser, la jeunesse étant un peu plus difficile, dans laquelle on s'expérimente, on se construit dans notre rapport au travail, à l'émancipation, à la vie affective, sociale, citoyenne, dans différents domaines de sa vie qui vont nous construire pour la suite. Mais c'est aussi une période de vie qui se fait en faisant l'expérience de la précarité. C'est-à-dire qu'en même temps que je suis en train de faire des transitions, je fais l'expérience de ma situation précaire et comment je manœuvre dans tous les éléments de précarité. C'est super pour le suivi diaporama. Pour traiter de la question du logement, on est obligé, en fait, à l'UNAGE, on part tout le temps des ressources des jeunes avant de parler des politiques du logement. Parce qu'il faut payer son loyer, c'est ça notre idée. Donc d'où viennent les ressources des jeunes ? Ils viennent de la famille. Juste rapidement, le patrimoine hérité aujourd'hui, c'est 60% du patrimoine total, contre 35% dans les années 70, c'est-à-dire qu'il y a une concentration du patrimoine dans quelques mains et qu'il se transmet de moins en moins de façon homogène. Un enfant sur 5 vit sous le seuil de pauvreté, ce qui veut dire, in facto, que quand il devient jeune adulte, sa famille reste pauvre, mais il est lié à la pauvreté de sa famille. Donc comment est-ce que je m'en sors ? Et les transferts parentaux sont très difficiles à estimer. On a quand même eu, on peut aller sur la slide suivante, une tentative de travail il y a quelques années, dans le cadre du RUA notamment, on avait besoin de qualifier est-ce que cohabitants, des cohabitants, enfin quels sont les bons critères pour faire un RUA et est-ce qu'on le donne à ceux qui logent encore chez leurs parents, notamment. Et donc pour ça, il y a quelques tentatives d'analyse. Donc là, vous voyez cohabitants, des cohabitants, c'est en bleu la part des transferts parentaux.
Donc on voit bien que dès qu'on sort, les transferts par auto sont plus importants, mais c'est qu'une tentative, donc je ne vais pas y rester très longtemps. C'est juste pour vous dire qu'on a quand même tenté de faire le travail. On peut avancer. Les autres sources de revenus, c'est le travail. Mais pour ça, il faut rappeler quand même que pour un jeune sur deux, plus d'un jeune sur deux, c'est un emploi précaire, alors que ça n'a été que 18,7% en 1982. Donc en fait, aujourd'hui, l'expérience du travail, c'est d'abord majoritairement une expérience de la précarité de l'emploi, CDD, période transitionnelle entre deux contrats, contrat d'apprentissage, etc. C'est 17% de chômage, plus la modification des politiques publiques liées à l'allocation de retour à l'emploi, avec un allongement de la période nécessaire de cotisation, plus la période de référence, ce qui fait qu'en fait, les jeunes actifs sont les principales victimes des dernières modifications de l'ARE. Ils peuvent moins facilement activer le chômage, tout simplement. Or, c'est la population qui vit le plus de précarité dans l'emploi. Donc c'est un peu double peine de ce point de vue-là. Et quand même rappeler, alors, j'ai deux chiffres, donc je préfère mettre les deux. 26% à 40% des étudiants travaillent en parallèle de leurs études. Ça dépend si on est chez OVE ou si on est sur d'autres espaces. Je n'ai pas envie de batailler sur les chiffres, je vous donne les deux, on fait avec. Donc, quand même, en termes de travail, le travail ne peut pas... Alors, la famille est en difficulté pour soutenir financièrement leurs enfants, notamment les familles les plus modestes, pour les raisons qu'on a vues. Le travail, c'est aussi un espace précaire. Et si on va sur la slide suivante, on a les revenus salariaux moyens. Et donc, comme ça, vous voyez bien que pour les moins de 25 ans, c'est 8 000 € en moyenne, ce qui est très, très peu. Le salaire annuel revenu à l'équivalent temps plein, ce serait 18 000 €, mais je vous rappelle que c'est un emploi précaire, donc beaucoup de temps partiel, donc on revient à 8 000 € en moyenne pour chaque jeune. Jusque-là, vous vous rendez bien compte que les jeunes ne sont pas riches, c'est pas mal, normalement, on peut avancer. Et donc, du coup, s'ils ne sont pas riches, sans doute qu'il y a besoin de la solidarité nationale et c'est le dernier moyen d'avoir des ressources, globalement, quand on est jeune. Sauf que, pour rappel, donc, je disais tout de suite sur le RSA, ça a déjà été dit, les jeunes sont toujours exclus du RSA parce que mineurs socialement. Mais je reviens sur l'APL, puisqu'on est sur la question du logement, c'est 30% des allocataires de l'APL sont des jeunes. Donc c'est une aide, c'est l'aide principale d'ailleurs qui vient soutenir les jeunes et en direct, c'est-à-dire sans prendre en compte le revenu des parents. À ceci près qu'un jeune qui veut avoir l'APL en son nom propre est obligé de sortir du foyer de ses parents et potentiellement fait perdre l'APL au foyer de ses parents, puisqu'on est encore dans une politique familiale. Mais juste pour vous dire quand même que ça existe, c'était 30% des allocataires et on a vécu deux réformes qui, coup sur coup, ont réduit le montant des APL pour les jeunes. En 2019, c'était les fameux 5 €, qui n'étaient pas vraiment 5 € en vrai, mais on passe les détails, ça faisait en moyenne 40 € de moins. Ça, c'est des analyses qu'on a fait en interne de notre réseau, parce qu'on a un système d'information, donc on voit ce que les jeunes qu'on loge gagnent comme ressources. Donc 40 € en moins en 2019, puis avec la contemporanéisation, c'est-à-dire qu'on recalcule tous les 3 mois le montant des APL, c'est moins 100 € à nouveau. Donc en fait, en quelques années, les jeunes ont perdu en moyenne 150 € d'APL, ce qui est relativement énorme si vous estimez que c'est imprévisible leurs ressources, que c'est très instable, etc. C'est surtout chez les jeunes travailleurs que ces pertes sont les plus fortes. Côté étudiants-étudiantes, il y a eu un forfait qui a été mis en place pour compenser les pertes. Je ne suis pas sûr que ça ait tout gagné. Enfin, en tout cas, dans nos chiffres, c'est quand même pas si gagnant que ça, etc. J'espère que je ne vous ai pas perdu, mais voici un peu l'état des ressources, globalement, de ce qui permet ensuite de payer son loyer. Donc deuxième question ensuite qu'on va se poser maintenant, c'est où est-ce qu'ils logent ? Et en fait, ils logent majoritairement dans le parc privé. On est beaucoup sur la question, dans les débats, sur la question du Crous, du CNUS, du logement social, ce qui est un fait, c'est-à-dire qu'il faut travailler sur ces politiques publiques, mais avant ça, il faut déjà regarder que 70% des moins de 25 ans sont dans le logement locatif privé. Donc un des enjeux en fait de politique publique, c'est comment est-ce qu'on régule ce secteur-là et qu'est-ce qu'on a comme politique d'intervention dans le secteur privé. Et ça, c'est une très grosse difficulté parce que c'est un marché qui a été rendu un marché, enfin c'est devenu un marché complet. Avant la création des APL, on était sur des loyers qui étaient encadrés globalement. On arrête d'encadrer les loyers, sauf qu'on veut quand même soutenir les familles parce qu'il y a une montée des loyers. Donc on crée l'ALF puis l'APL et donc du coup on soutient les familles dans leur capacité à payer le loyer. Aujourd'hui on arrête de faire monter l'APL. En revanche, les loyers, eux, continuent à augmenter de façon assez exponentielle. La moitié des jeunes qui vivent dans un logement autonome vivent avec moins de 939 € par mois. Toute aide comprise. C'est la moyenne. Et 10% de ces jeunes touchent moins de 365 € par mois.
ce qui est extrêmement faible. Et ces jeunes-là, là, les 10%, c'est les 2/3 du public habitat jeune actuellement. Si on avance sur la slide juste après, le graphique reste le même, mais ce qui est en dessous change. C'est juste pour rappeler les taux d'effort. Alors, taux d'effort en moyenne, pas que sur les locataires, propriétaires compris. Et on regarde toute la population. Le taux d'effort est en effet en moyenne, du coup, si on élargit de 22% pour les 18-25 ans, ce qui peut paraître faible, mais en fait, quand on élargit pour le reste de la population générale, c'est 10% population générale. Donc le taux d'effort du logement dans le budget d'un jeune, c'est 2 fois plus important en moyenne que pour la population, je ne vais pas l'appeler adulte parce que les jeunes sont déjà adultes, mais en tout cas qui a passé le cap des 30-35 ans globalement. Voilà, donc ça c'est là où est-ce qu'ils logent. On peut se poser la question où est-ce qu'ils logent différemment sur la qualité du logement occupé. J'espère que je ne vous abreuve pas trop de chiffres, mais ça vous fait un petit panorama quand même comme ça. En fait, ils sont surreprésentés dans le logement ancien et sous-représentés dans le logement neuf. Alors, ça se joue à quelques points. Hein. C'est 3,2 points dans le logement ancien, c'est 1,4 points dans le logement neuf, mais c'est quand même suffisamment significatif au niveau national sur des grosses masses. Ça donne quand même beaucoup une idée. En termes de peuplement des logements, il manque des lettres. Alors, c'est un classique chez moi, je suis désolé. Globalement, c'est la catégorie qui a le plus dans des logements peuplés normalement. C'est la catégorie de la DHUP, c'est-à-dire qu'il y a le bon nombre d'occupants pour le bon nombre de mètres carrés. C'est beaucoup lié au fait que c'est des jeunes, souvent ils sont célibataires, ils vivent dans des T1 ou T1 prime, et donc du coup, bah oui, ça correspond globalement. Sauf que dès que leur situation familiale va changer, ça ne veut pas dire qu'ils peuvent changer de logement. Donc ils sont surreprésentés dans les catégories de logements surpeuplés et sous-représentés dans la catégorie des logements sous-peuplés de facto. Et c'est extrêmement dur à qualifier, mais quand on reprend quelques études géographiques très localisées dans des métropoles ou autres, on se remarque que là où ils sont logés, c'est souvent en dehors du centre urbain à proprement parler, c'est-à-dire là où c'est le plus cher, ou des lieux de la ville qui sont esthétiquement chouettes et très vivants. Et souvent, on a l'idée que le quartier étudiant, c'est le quartier vivant, mais sans doute que c'est plus exactement la même réalité. C'est-à-dire que là où les étudiants passent du bon temps n'est pas forcément le quartier dans lequel ils peuvent loger par ailleurs. Donc, va se jouer des questions de mobilité, même intra-urbaine. Dans le logement social, pour se dire que la part des ménages de moins de 30 ans passe de 24 à 8%. Entre 1984, je sais pas, il y a des 1933 et 1934, il ne faut pas prendre en compte. C'est entre 1984 et 2013, on passe de 24% des ménages de moins de 30 ans à 8% des ménages de moins de 30 ans dans le logement social. Donc le logement qui n'est pas majoritaire, mais du coup il devient encore moins important et soutenant pour les jeunes actifs. 21,4% des demandeurs de logement social sont des moins de 30 ans. Et 26% de leurs demandes sont satisfaites contre 19% des autres demandeurs. Donc en fait, ils sont quand même un peu mieux reçus dans le parc du logement social aujourd'hui. C'est juste qu'ils sont moins demandeurs, mais proportionnellement aux autres, ils ont des réponses plus favorables. Les critères favorisants, c'est actif ou étudiant. C'est ça qui va favoriser. Donc globalement, c'est tous ceux qui sont les NEETs, ceux qui ont trop de parcours cabossés, les chômeurs. Globalement, on ne rentre pas dans le parc du logement social. Or, ça pourrait aider, mais là, ils n'y arrivent pas. Et l'autre critère favorisant, c'est au moins une personne en charge. C'est globalement les couples, enfin pas les couples, du coup, plutôt les familles monoparentales. Voilà. Et 7% des logements, pour rappel, 7% des logements disposent d'une pièce contre 12% dans le parc locatif privé et 20% de 2 pièces dans le logement social contre 30% dans le parc privé. C'est pour rappeler cet enseignement, c'est que dans le logement social, on a encore beaucoup de très grands logements et un des enjeux, c'est de faire du petit logement. C'est aussi pour ça qu'ils ont disparu petit à petit du logement social. On peut avancer parce qu'en fait, là, il faut dézoomer un peu sur le logement social. Le logement social, on en produit de moins en moins. Ça, c'est la part de production des logements sociaux. Donc en fait, en 2016, c'est là où on a le pic de production de logements sociaux. Et là, vous voyez que ça se casse la gueule, je suis désolé de le dire comme ça, depuis 2017. Il y a eu une élection en 2017. Et c'est vraiment pas sans lien. C'est-à-dire qu'on a eu une politique publique depuis 2017, depuis le début du quinquennat Macron, de réduction des moyens alloués au logement social. Et ce graphique-là, il le montre de façon criante. Mais celui qui le montre encore mieux, c'est celui qui a juste après.
Donc là, vous pouvez passer juste après. Donc là, pour le lire, il faut comprendre que je pense que c'est bleu clair, j'espère que ça se voit, c'est le premier bleu à gauche. C'est les montants qui viennent de la CSG2LS. Bon bref, si je vais aller très rapidement, de l'État, de notre solidarité nationale, etc. Et vous voyez qu'en 2018 apparaît un bleu plus foncé, c'est Action Logement. Donc c'est le patron, enfin le 1%, l'ancien 1% logement, à qui on demande de commencer à verser dans le FNAP. Puisque tout ce schéma-là, c'est le FNAP, c'est le Fonds national d'aide à la pierre. C'est globalement les aides à la pierre qui peuvent être allouées aux collectivités locales pour qu'elles soutiennent des projets immobiliers localement, notamment le logement social. Donc là, on voit que Action Logement fait son entrée en 2018. Ce n'est pas à leur demande. C'est vraiment important de l'avoir en tête. Ils ne demandent rien du tout. C'est l'État qui vient les chercher. En orange en haut, vous voyez aussi que ça, c'est la part État directe. C'est-à-dire ça, c'est nos impôts, par contre, qui vont directement là-dedans. Donc on avait l'État. En 2019, l'État a disparu. Donc 2018, vous avez et Action Logement qui rentre et l'État. L'année d'après, l'État a disparu. Et après, en 2020, vous voyez que Action Logement a pris une part démesurée dans le logement du FNAP. Ce qui a des incidences en termes de politique publique, c'est que, et assez logiquement, ils disent oui, nous, on veut bien financer du logement social si ça répond aux besoins de nos salariés. Ce qui me paraît assez cohérent dans une stratégie du collecteur 1%, qui est principalement les syndicats et les patrons. Hein, donc, ils veulent loger des salariés, ça me paraît assez logique. Mais du coup, ça enlève une partie du public qui, lui, n'est pas tout à fait dans l'emploi stable, qui n'est pas tout à fait étudiant, qui n'est pas tout à fait ceci, etc. Donc, lui, il se retrouve un peu exclu et hors des radars. Et surtout, vous voyez que ça baisse. En 2024, ça c'est le budget actuel estimé. On n'est même pas sûr d'atterrir sur ça à droite. Donc là, vous voyez que c'est en pleine baisse, c'est-à-dire qu'on a de moins en moins de fonds nationaux pour sortir du logement social et pour faire de l'aide à la pierre, pour produire du logement social. Donc le graphique d'avant va continuer à se casser la gueule, logiquement. Voilà, il me reste encore 3 slides, tenez bon. Droit au logement, parce que j'imagine que vous savez qu'il existe une loi sur le droit au logement. Elle est assez difficile à lire dans les bilans qu'on a sur la partie jeune, dans la catégorie jeune, mais il y a eu une étude il y a 2 ans de nos collègues de l'UNCLAJ. Les jeunes de moins de 25 ans font partie des 10%, c'est à peu près 10% des demandes de logement social au moment de l'étude. C'est 5% des recours d'ALLO. Jusqu'en 2014, il faut savoir que la commission de médiation refusait systématiquement le recours des jeunes. C'est-à-dire que dès qu'un jeune demandait un recours d'ALLO, c'était recalé systématiquement. Et ce qui était invoqué principalement, c'était la question de l'obligation alimentaire de la famille, c'est-à-dire qu'on disait, mais en fait, votre famille doit vous aider. Donc on renvoyait le jeune à sa solidarité familiale. Il y a une circulaire en 2014 qui dit arrêtez ça. Donc là, on voit dans les courbes, je ne vous ai pas mis les schémas, mais on voit les recours d'ALLO des moins de 30 ans remonter assez logiquement là-dessus. Il y a plus de jeunes femmes que de jeunes hommes qui ont recours au DALO, de façon assez étonnante, ou pas, je ne sais pas. Je n'ai pas d'éléments explicatifs, ne me posez pas la question en tout cas. Et les recours sont surtout liés à l'accompagnement ou à la présence d'un travailleur ou d'une travailleuse sociale. Et ce point-là, parce que je ne l'ai pas du tout évoqué sur tout le reste de la présentation, l'accompagnement des jeunes adultes est hyper important et c'est un élément de politique publique qui disparaît quand on parle de sécuriser les jeunes. On est beaucoup sur la réponse soit par l'emploi, soit par la question, par des plaidoyers en termes d'allocation de ressources. On est assez peu sur des plaidoyers en termes d'accompagnement des jeunes parce que c'est infantilisant l'accompagnement. Or, les familles ne sont pas toujours en capacité d'accompagner les jeunes dans ce qui va se passer ensuite dans leur vie d'adulte, voire même il y a des ruptures avec la famille. Ça, c'était le droit commun, on va dire. Et ça, c'est les dispositifs plus sectoriels, je ne sais pas si, enfin dédiés, ce qu'on appelle des dispositifs dédiés pour répondre à des situations dédiées. Donc vous avez les 175 000 places du CROUS, du CNUS, ou 180 000, ça dépend les chiffres. On monte jusqu'à 380 000 selon la DHUP. Je pense que dedans, ils mettent aussi les résidences sociales qui font de la résidence étudiante, les résidences privées qui font du logement étudiant, etc. Vous avez 70 000 logements qui sont d'autres résidences sociales, conventionné APL, c'est-à-dire que l'APL est majorée notamment quand les personnes y sont dedans. 54 000 places de FJT. Le RSJA, c'est-à-dire Résidence Sociale Jeunes Actifs, ça c'est une création assez récente et c'est du FJT mais sans l'accompagnement social. C'est pour ça qu'au côté Habitat Jeune, on n'est pas du tout à l'aise sur la question du RSJA. Parce que le RSJA, c'est la possibilité pour des bailleurs privés de rentrer dans un marché plus lucratif, sauf qu'ils n'émargent pas au même logement, enfin, pas aux mêmes critères dans le logement social et ils ont un public qui est légèrement plus aisé. Donc ceux qui vivent avec 390 € en moyenne, ils ne sont pas dans la RSJA. C'est le public, c'est les mieux payés des moins payés des jeunes. Voilà, ça c'est la RSJA.
Donc ça crée de la segmentation, en fait, là où le FJT accueille tout le monde, quelles que soient ses ressources. Je vous passe l'article 109, mais c'est juste pour vous donner les ordres de grandeur entre 180 000 places Crous, mais en vrai, vous pouvez monter à 380 000 places étudiantes en fonction de comment on catégorise la chose. Face à la coloc intergénérationnelle, on estime à 1000 places. Les CAPS, c'est une autre forme de colocation développée par la FEV, on estime à 1000 places. L'article 109, c'est réduit, on ne sait pas qualifier de l'article 109 de la loi Elan. L'article 128 de la loi Elan, c'est celui qui faisait de la colocation dans le logement social. C'est 0,06% du parc de logement social. Et je vous passe toutes les autres solutions que nous-mêmes on développe en tant qu'habitat jeune. C'est l'hébergement temporaire chez l'habitant, qu'on pourrait considérer comme une coloc intergénérationnelle, mais c'est un peu différent. Voilà. Les tiny house, parce qu'on en développe nous aussi en tant qu'habitat jeune, parce qu'il y a des territoires ruraux qui nous demandent, parce qu'il y a l'entrepreneur qui est dans le village de 500 habitants, et clairement, on ne va pas aller construire une maison pour héberger un apprenti une fois, donc on fait une tiny house. Mais c'est de la dentelle et ça répond à du micro besoin. Ça ne répond pas de façon structurante aux besoins des jeunes en termes de logement. Voilà, donc c'est juste pour relativiser tout ce que vous entendez sur le débat sur faire de la coloc intergénérationnelle. Et je rajoute un supplément de critique. La colocation intergénérationnelle, telle qu'elle est définie dans les textes et telle qu'elle est promue, c'est pour répondre aux besoins des vieux et des vieilles. Je suis désolé d'en parler comme tel, mais c'est pour répondre à leurs besoins sociaux, d'accompagnement, etc. Et donc ça veut dire qu'il y a un double chose, c'est qu'on demande aux jeunes à la fois d'être logés, de payer son logement, mais potentiellement surtout de soutenir une personne âgée, donc fournir du travail gratuit, j'y reviens, comme ça par la petite porte. Je finis sur des facteurs de rupture dans les parcours. Ce qu'on arrive, nous, à voir en tant qu'UNAGE, parce qu'en fait, on a mis en place un fonds en interne qui est abondé à hauteur de 300 000 €. Et en fait, quand on a un jeune qui va avoir un impayé de loyer parce que pour X ou Y raison, ou alors qui ne peut pas rentrer tout de suite en FJT pour X ou Y raison, on peut pouvoir pendant 6 mois lui allouer une petite somme qui permet en fait qu'il reste dans le logement ou qu'il puisse rentrer dans le logement. Donc c'est à nouveau de la dentelle, mais l'avantage c'est qu'on peut faire de l'analyse qualitative de situations de jeunes. On peut venir qualifier des situations de pourquoi ça peut ne pas marcher à un moment donné dans la vie d'un jeune. Il y a les ruptures familiales, en augmentation depuis le Covid, tous les changements de situation professionnelle. Or, je vous le redis, c'est de l'emploi précaire, un jeune sur deux. Donc en fait, ça, c'est vraiment ce qui crée de l'insécurité dans le parcours du jeune. Les changements de situation formative, en fait, on n'a toujours pas réussi à passer de la fac à l'emploi, ou si ce n'est pas de la fac, d'un autre espace de formation à l'emploi. Là, cette période de transition n'est toujours pas prise en charge dans les solidarités et les sécurités. La perte de droits, ça concerne beaucoup. Alors non, j'en parle juste après les MNA. Sinon, il y a tous ceux qui sont en affectation de maladie longue durée, tous ceux qui ont une situation familiale qui change. Les arrêts maladie sont vraiment les plus importants. Et le temps que les indemnités arrivent, et ben, du coup, il peut y avoir trop de temps et on se fait virer de son logement pour X ou Y raison. Donc voilà les facteurs de rupture principaux. Et donc la dernière slide, c'est le logement. C'est une sécurité, mais délaissée aujourd'hui. Alors qu'elle est, je vous ai fait le côté je vous ai brossé un portrait général, mais positivement, une fois qu'une personne, on sait qu'elle est stable dans le logement, globalement, c'est un facteur d'insertion professionnelle, de maintien dans la formation, mais ça, il me semblait que j'avais pas besoin de vous le dire, mais je vous le dis quand même à la fin. Le logement, ça permet de rester au travail, de rentrer dans le travail, de revenir au travail, d'entrer en formation, de rester en formation et de revenir en formation. Ça permet d'accueillir ses premières expériences de vie affective. Je vous rappelle que l'âge moyen du premier rapport sexuel, par exemple, c'est 18 ans. Donc, en fait, ce n'est pas tant dans la famille qu'il a lieu. Potentiellement, c'est en décohabitant. C'est un des facteurs 2. Donc, est-ce que j'ai un espace à moi pour rencontrer la personne avec qui j'ai envie de vivre mes expériences affectives ou intimes? C'est important. Recevoir mes amis. Enfin, c'est avoir de la dignité dans la société et avoir occupé une place dans le territoire. Voilà tout l'intérêt du logement. Donc, maintenant, comment faire? Ce sera peut-être l'enjeu de la discussion.